On va passer à la présentation suivante, la mienne. Avant, on va commencer par... on nous a demandé de passer un exemple des vidéos qui sont faites sur l'ENC, des vidéos qui expliquent certaines choses de la cardiologie. Et on va montrer une vidéo sur le fonctionnement de la LiveVest que j'ai faite avec Mathéo, un infirmier de cardiologie. Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. Les morts subites d'origine rythmique ne sont pas rares chez les patients insuffisants cardiaques, surtout en cas de cardiopathie ischémique et a fortiori après un infarctus du myocarde. Les patients peuvent être protégés par un défibrillateur en prévention secondaire ou en prévention primaire si la fraction d'éjection ventriculaire gauche est inférieure ou égale à 35% sous traitement médical optimal. Mais en attendant que le traitement soit optimisé et que la FEVG s'améliore, la protection contre le risque rythmique peut être assurée par un gilet défibrillateur provisoire, la LiveVest. Ses principales indications sont après un infarctus du myocarde ou en cas de cardiopathie ischémique avec une fraction d'éjection inférieure ou égale à 35%. Dans ce cas, le gilet est prescrit pour une durée de 3 mois. Deuxièmement, chez un patient en attente de transplantation cardiaque. Et enfin, chez un patient en attente de réimplantation d'un défibrillateur après une extraction, par exemple suite à une endocardite infectieuse. La LiveVest est composée d'un gilet et d'un moniteur. Pour installer le gilet, on place les pages de défibrillation numérotées 1 et 3 sur les numéros correspondants et on place les électrodes de couleur sur les velcro correspondants. Ces électrodes permettront d'obtenir 2 dérivations ECG. Le tout s'installe de façon intuitive en faisant attention de bien placer les électrodes contre la peau du patient. Les bretelles sont réglables. Il y a 2 crans de fermeture du gilet. Une fois que la batterie est installée, le moniteur s'allume automatiquement. Il faut ensuite appuyer sur les 2 boutons de réponse en même temps. Pour activer l'appareil, actionnez les boutons de réponse. Le moniteur reste toujours fonctionnel, sauf lorsqu'on le retire la batterie. Un choc électrique externe en cas de mort subite d'origine rythmique chez les patients les plus à risque, notamment après un infarctus du myocarde, en attendant la décision de mise en place ou non d'un défibrillateur implantable. Alors maintenant que vous savez tout sur la LiveVest et que je me suis ridiculisé en public, je vais pouvoir passer à la présentation. Moi, je vais vous parler des médicaments de la cardiopathie dilatée en 2023, donc en gros de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, quelle qu'en soit la cause, qu'elle soit ischémique ou autre. Je ne reviens pas en détail sur l'épidémiologie de l'insuffisance cardiaque qui a été pas mal détaillée hier, qui sera peut-être détaillée encore après. C'est fréquent, c'est très grave, et surtout à La Réunion, et ça coûte cher, et on revoit encore ce schéma en bas à droite pour montrer que chaque hospitalisation est extrêmement grave et va gréver le pronostic des patients. Pour parler de ce qu'on fait actuellement en 2023, c'est-à-dire une quadrithérapie à dose optimale, il faut savoir un petit peu comment on en est arrivé là. Donc on va commencer par l'histoire, alors pas l'histoire de toute l'insuffisance cardiaque, mais ce qui se faisait il y a pas si longtemps, au final, il y a une 60aine d'années, où le traitement de l'insuffisance cardiaque consistait à mettre des digitaliques et un trocar de Southey pour drainer à l'aide d'un trocar, du coup, de ce petit trocar, les œdèmes des membres inférieurs. On mettait ce trocar sous la peau et ça permettait de faire un drainage efficace, une déplétion. Et puis, heureusement, on a eu un traitement miraculeux, le Lasix, qui est arrivé en 1959, qui a été utilisé à partir des années 60. Donc, c'est pas si vieux au final. Et qu'est-ce qui est arrivé juste après le Lasix comme traitement ? Vers 1967, c'est à vous que je pose la question, un traitement miraculeux qui n'existe pas encore à La Réunion, la transplantation cardiaque. Donc au final, on n'avait pas beaucoup d'options quand la transplantation cardiaque est arrivée, on avait digitalique et diurétique. Et puis on s'est mis à comprendre un peu mieux la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. On s'est mis à comprendre que la baisse du débit cardiaque entraînait une hypovolémie efficace, qui entraînait une stimulation neurohormonale, une stimulation sympathique d'une part, et stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone, qui avait un effet d'adaptation. Le but, c'était de maintenir une volémie efficace, une perfusion d'organes, mais qui, sur le long terme, avait des effets délétères de rétention hydrosodée, d'élévation de la post-charge, d'hypertrophie, de fibrose myocardique et de diminution de la réponse aux hormones adrénergiques, au système sympathique. Donc, c'est un phénomène d'adaptation, mais qui a des effets délétères au long terme. Et on s'est dit qu'il
initialement, si on inhibe la vasoconstriction réflexe par les IEC qui sont sortis vers les années 50-60, peut-être que ça aurait un effet bénéfique. Et bingo, il a fallu attendre 1987 pour avoir la première étude qui montrait qu'un médicament pouvait diminuer la mortalité de l'insuffisance cardiaque. C'était l'étude Consensus avec les IEC, le l'énalapril, qui diminuait de 27% la mortalité de l'insuffisance cardiaque. Ensuite, alors, en fait, c'est un peu plus tard qu'on a compris que ce n'était pas inhiber la vasoconstriction qui était bénéfique, mais vraiment inhiber toute la cascade du système rénine-angiotensin-aldostérone. Ensuite, les bêta-bloquants sont arrivés. En 1999, la première étude sur le bisoprolol, l'étude CIBIS-2, qui montrait une diminution de mortalité de 35%. Les autres bêta-bloquants ont suivi. Les 4 qui ont été étudiés sont ceux qui sont marqués là. Les autres, là, ce sont les 4 qu'on utilise dans l'insuffisance cardiaque à FE altérée. On est donc passé, pour les bêta-bloquants, comme vous le savez, d'une contre-indication absolue, parce qu'ils étaient inotropes négatifs et qu'on avait peur de les mettre chez ces patients, à une recommandation de grade 1A et une réduction importante de la mortalité. Juste après, c'est les anti-aldostérone, en 1999, la spironolactone, 25 mg, qui retrouve une baisse de 35% de la mortalité. Et puis, en 2011, donc beaucoup plus tard, l'éplérénone qui est arrivé, même mécanisme, mais qui avait moins d'affinité pour les récepteurs hormonaux périphériques, et donc moins d'effets hormonaux comme la gynécomastie, les déséquilibres de diabète ou des règles irrégulières chez les femmes. Mais qui avait besoin d'être à des doses un peu plus élevées parce qu'un peu moins d'affinité pour les récepteurs minéralocorticoïdes. Et la finérénone, qu'on n'a pas encore chez l'insuffisant cardiaque, c'est un des nouveaux anti-aldostérones qui a déjà fait ses preuves sur la diminution des événements cardiovasculaires, mais chez des patients diabétiques et avec une maladie rénale chronique. Pas encore étudié chez l'insuffisant cardiaque, mais ça va venir. L'avantage, c'est que ça donne... il y a une meilleure affinité pour les récepteurs minéralocorticoïdes, et notamment pour les récepteurs minéralocorticoïdes cardiaques, et donc potentiellement un effet sur la diminution de la fibrose. Et ça donne moins d'hypercalémie. L'ivabradine, procoralan, qui n'a pas montré d'effet sur la mortalité, mais quand même une réduction des hospitalisations. C'est un traitement qui a moins la cote, mais qui quand même est efficace, qui a peu d'effets secondaires et qui peut parfois favoriser l'introduction des bêta-bloquants chez les patients qui sont les plus fragiles et qu'on a du mal à titrer, ce qui ne sera pas hypotenseur. L'Entresto, en 2014, c'est l'étude Paradigme qui compare l'Entresto pas à un placebo, mais à l'IEC, au captopril, et qui retrouve une diminution de 20% de la mortalité et des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Dans l'Entresto, il y a un ARA2, le valsartan, et un inhibiteur de la néprilysine, le sacubitril, je ne vais pas détailler, mais qui inhibe la dégradation du BNP. Donc le BNP va être artificiellement augmenté, mais va avoir un effet physiologique bénéfique. Il diminue la pression artérielle, il diminue la fibrose, l'hypertrophie, et il inhibe l'aldostérone. Donc que des effets bénéfiques du BNP. Alors, il y a des petites règles de prescription, faire attention à la fonction rénale, la calémie, comme vous savez, arrêter les IEC au moins 36 heures avant. Et surtout, éviter d'introduire l'Entresto chez un patient qui est sous diurétique IV. Il y a un risque important d'insuffisance rénale. Si on continue notre courbe dans le temps, on arrive proche de nos jours. On est aux inhibiteurs SGLT2 en 2020. Avec la dapagliflozine et l'empagliflozine que vous connaissez bien et dont les effets bénéfiques, en fait, les effets physiopathologiques le mécanisme d'action n'est pas très bien compris. Il y a un effet diurétique, certain, mais qui n'est pas le seul effet cardioprotecteur. Il y a probablement un effet métabolique aussi par le fonctionnement, par la production de corps cétoniques qui sont meilleurs producteurs d'énergie pour le myocarde. On n'a pas tout compris de ces traitements encore, mais on sait que ça marche bien. Et donc, on arrive aux recommandations de 2021 avec les 4 fantastiques qu'on avait déjà détaillés hier, qui apportent chacun, on voit sur le graphique, chacun un effet de réduction de la mortalité. Donc, si on réduit la mortalité de 25%, de 35%, 35%, 20%, 25%,
on arrive à 100% de mortalité. Nos patients ne sont pas encore immortels. Mais aujourd'hui, pour remettre ces traitements, alors on n'a pas d'arbre de façon d'introduire ces traitements très consensuels. On fait un peu chacun comme on le sent. Mais de plus en plus, on a envie d'optimiser l'optimisation, c'est-à-dire de trouver un arbre décisionnel idéal, si ça existe. Donc les petites astuces qu'on pourrait donner et qu'on pratique déjà, par exemple, c'est l'introduction combinée des traitements plutôt qu'un par un. On ne va pas introduire un traitement, le titrer au maximum, ensuite introduire le suivant, etc. On va plutôt introduire 2 traitements en même temps. Je ne sais pas si on voit, mais ici, c'est les inhibiteurs SGLT2 et les bêta-bloquants en même temps, par exemple. On attend 1 semaine ou 2, on introduit l'entresto, on attend 1 semaine ou 2, on surveille la fonction rénale et on introduit les anti-aldostérone. Et en moins d'1 mois, on a un traitement par quadrithérapie à dose qui n'est pas encore optimale, mais on a déjà une quadrithérapie. La deuxième chose, c'est de s'adapter au profil du patient. Quand on introduit les traitements, quand on fait de la titration, on surveille la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la fonction rénale et également la fibrillation auriculaire. Et on le fait tous de façon un peu intuitive, mais cette étude, ce graphique, permet de formaliser un peu les choses et de protocoliser ces titrations. Et la dernière proposition, c'est d'introduire plutôt une quadrithérapie à faible dose plutôt qu'une bithérapie à pleine dose. C'est la même stratégie que dans l'hypertension artérielle. On s'est dit que c'était mieux d'inhiber 2 voies hormonales qui étaient délétères et d'agir sur 2 voies avec des petites doses plutôt que de s'obstiner à monter un seul traitement à dose maximum. Donc si on ne peut pas titrer au maximum parce qu'on est limité par la tension ou la fonction rénale, il vaut mieux privilégier une quadrithérapie à petite dose. Et les perspectives d'avenir, c'est donc en 2020 l'étude Victoria qui a étudié le Vericiguat. C'est un cousin du Riociguat qui est un vasodilatateur de l'HTAP dont il a me parlé avant. Celui-là est utilisé dans l'insuffisance cardiaque pour les patients les plus graves, c'est-à-dire les patients qui sont déjà sous traitement optimal et qui ont fait une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Ça réduit de 10% les décès cardiovasculaires, mais malgré un avis favorable de la HAS, il ne sera pas disponible en France à cause des problèmes, faute d'un accord trouvé sur le prix du médicament, alors qu'il est disponible ailleurs en Europe. Mais peut-être que ça viendra. L'omecamtiv mecarbil, c'est une nouvelle classe de traitement, un activateur de myosine qui va avoir un effet inotrope positif et qui est aussi utilisé chez les patients les plus graves et qui aurait permis une réduction de du critère composite décès plus hospitalisation de 8% seulement à 2 ans de suivi. En fait, quand on sépare les décès et les hospitalisations, ça a un effet uniquement sur les hospitalisations. Donc un effet qui n'est pas foufou. Il y a une deuxième étude sur l'amélioration des paramètres de VO2 qui était négative. Donc pour l'instant, traitement qui n'est pas disponible en France et qui ne sera pas disponible tout de suite, sauf si de nouvelles études sont amenées à arriver. Et donc aujourd'hui, après 50, 60 ans d'évolution des traitements de l'insuffisance cardiaque, on arrive à réduire la mortalité des patients, améliorer la qualité de vie, on évite de mettre des trocars dans les jambes pour drainer les œdèmes. Le but, alors vous avez vu, je n'ai pas parlé de l'Azilix, parce que l'Azilix n'est pas un traitement qui améliore alors j'ai peu parlé du Azilix, c'est pas un traitement qui améliore la mortalité de ces patients, c'est juste un traitement symptomatique. Et quand on peut arrêter le Lazilix et que le patient reste stable, on est content. On n'a pas besoin de mettre du Lazilix chez ces patients s'ils n'en ont pas besoin. Et c'est même l'inverse, quand ils ont de grosses doses, c'est plutôt un mauvais pronostic. Et l'objectif aujourd'hui, alors j'ai parlé d'optimiser l'optimisation, mais l'objectif numéro 1, c'est vraiment de lutter contre l'inertie thérapeutique et de titrer les patients, de mettre les traitements de l'insuffisance cardiaque, parce qu'on sait que ça marche. Et il faut oser. Et quand on voit une étude qui a été faite sur un protocole de titration intensive versus un protocole de titration plutôt doux, et le protocole intensif donne plus d'effets secondaires, mais permet de réduire la mortalité et surtout d'améliorer la qualité de vie. Et donc l'histoire n'est pas finie, il y a des nouveaux traitements qui vont arriver et on verra. Des questions? Merci Shamir. En fait, tu soulèves au moins 2 problèmes concrets dans la vie réelle.
c'est-à-dire introduire 4 médicaments en moins d'un mois. Alors comment tu vois les choses? Est-ce que c'est à vous de prescrire ces médicaments au départ? Et puis nous, on prend le relais avec l'aide des généralistes, bien sûr. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de généralistes dans la salle. Je ne sais pas s'ils ont l'habitude de manier ces médicaments. Mais pour nous, enfin moi en tout cas en tant que cardiologue de ville, c'est compliqué de revoir les patients toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, quoi. Et puis la deuxième question, c'est par rapport aux effets secondaires. Moi personnellement, j'ai vu plusieurs patients sortir de l'hôpital ou de la clinique avec les 4 médicaments, avec des pressions artérielles à 80, systoliques à 80, 70, 80 mm de mercure. Et j'ai été obligé quand même de diminuer un peu les doses. Donc je ne sais pas si vous tenez compte du fait que le patient dans le lit, il a une pression artérielle correcte, mais une fois qu'il est sorti, la pression baisse, quoi, en fait. Ouais, alors c'est 2 problèmes quotidiens. Hein. Le problème de la titration, alors tout médecin généraliste ou cardiologue peut faire de la titration. Et forcément, c'est en apprenant aussi aux médecins généralistes à faire de la titration ou de l'introduction de traitement, même à des faibles doses, que finalement on arrivera plus rapidement à optimiser le traitement. Donc oui, dans les traitements qui sont les plus faciles à introduire, les ISGLT2, hein, c'est facile, il y a peu d'effets secondaires, il y a quelques petites règles à savoir, contre-indiquées pour les diabétiques de type 1, enfin je ne vais pas détailler. L'Entresto, souvent, les médecins généralistes sont un peu plus frileux, mais je pense qu'ils ont pris l'habitude, certains commencent déjà à le faire, même à augmenter les doses, donc il ne faut pas hésiter. Si on voit que les tensions et que la fonction rénale sont bien, il ne faut pas hésiter. Nous, en UCétique, il ne faut pas aussi hésiter à adresser des patients pour, si en ville la titration est compliquée, je pense qu'on peut prendre des patients en UCétique pour faire de la titration, pour optimiser le traitement. Il y a des patients qui vont avoir plus de mal à être titrés en ville parce que pas de créneau disponible pour voir son cardiologue, ou des difficultés liées à des tensions limites ou une volémie qui est difficile à équilibrer. Donc ces patients peuvent être aussi suivis en UCétique. Et puis deuxième problématique, c'est la problématique du patient qui sort de l'hôpital ou de la clinique avec des tensions basses ou une insuffisance rénale. Alors oui, c'est vrai qu'on va souvent très vite en hospitalisation. Les durées de séjour sont toujours plus courtes. On introduit beaucoup de traitements et ça arrive qu'il y ait des insuffisances rénales et qu'on doit suspendre ou diminuer les traitements. On titre toujours plus facilement avec une meilleure tolérance en ville. On va avoir moins de difficultés à introduire un traitement à faible dose quand on est en UCétique, quand on est un peu à distance de l'hospitalisation. Mais quand même, quand on est en hospitalisation, on a le patient sous les yeux tous les jours et on se dit tant qu'il tolère, on augmente. Donc oui, il faut savoir aussi de temps en temps titrer jusqu'à ne pas atteindre les effets secondaires. Donc parfois on peut se donner un petit peu de temps si les tensions sont trop basses, effectivement. Mais en général, le temps que, si une quadrithérapie a été introduite, que le patient le tolère bien, même avec des faibles tensions, en général, après quelques semaines, il va s'habituer, et ses tensions vont rester stables, voire même peut-être un peu s'améliorer, le BNP va diminuer. On va voir que le patient sera un peu plus stable, ce qui permet après avoir temporisé un peu, de poursuivre la titration secondairement. Pour rebondir sur ce que Shamir vient de dire, il y a une étude qui est sortie aussi en fin d'année 2022, en comparant la titration très agressive versus la titration plus lente sur 3 à 6 mois, où il y avait une introduction de la triple thérapie à mi-dose d'emblée en hospitalisation, c'était avant l'apparition des ISGLT2, hein, bien sûr, et avec une titration à 100% à 2 semaines, sans paramètres échographiques ou autres, uniquement sur une tension, la fréquence, le ressenti du patient, son état de volémie clinique et la biologie, bien sûr, pour la créatinine et le potassium. Et on note une nette amélioration des taux de réhospitalisation et de décès sur insuffisance cardiaque, mais chez des patients qui sont très ciblés, hein, des patients en règle générale jeunes, avec une CMD qui arrive peu décompensée, avec des profils de tension déjà élevés à la prise en charge initiale. Mais je pense qu'il faut vraiment s'adapter aux patients et qu'on peut être très agressif chez les patients, chez un patient bien ciblé pour tout ce qui est titration et traitement. Et pour la tension, c'est vraiment en fonction du ressenti et des symptômes. Beaucoup de patients, en tout cas en UCétique, ont entre 8, 9 de tension, de systole, mais plutôt bien ressenti, peu de malaise, peu de symptômes. Ils sont avertis de ces effets
secondaires sur l'hypotension orthostatique, le fait de se lever, prendre son temps. Et ça permet de garder les traitements à de bonnes doses tout en évitant les effets secondaires.